Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de la Fresh Tech. Pour ce 12e épisode, je suis encore accompagné par Christophe. Bonjour Christophe. Attends, Dans hop. cette magnifique Voilà, il manquait juste le petit début de ta phrase, mais c'est bon. Ah là là, je disais bonjour à tous, ravi d'être là encore une fois, avec toi Bertrand et avec notre superbe invité. Avec plaisir. Et donc notre invité justement, c'est Jérémy de la société Inblocks. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous et merci Merci. de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vas pouvoir nous parler de ta startup qui est spécialisée sur tout ce qui est autour de la blockchain et on a hâte de voir un peu tout ce que vous proposez autour de ça. Et mais comme vous le savez, à chaque fois, on aura également en fin d'émission une partie news. Et donc, qu'est-ce que l'on va voir ce mois-ci dans les news? Eh bien, on va voir que Shadow a de nouvelles ambitions. Shadow, vous savez, c'est notre fil rouge. Et puis bon, ben, ça sera, je pense, un des derniers points qu'on fera dessus parce que ça y est, les péripéties sont passées. On a également une petite start-up de rien du tout que vous avez peut-être déjà entendu parler qui est Magic Leap. Et donc, je trouvais intéressant qu'on revienne dessus un instant. Et enfin, une start-up bordelaise qui s'appelle Dioxycle et qui est une pépite européenne retenue dans le fonds Gates. Et donc, on s'en parlera tout à l'heure pour voir tout ce qu'ils nous proposent autour justement du recyclage du CO2. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on voit tout ça en fin d'émission, mais en attendant, on va suivre avec notre invité qui est Jérémy et la société Inblocks. Et donc, je te propose, Jérémy, si tu peux nous faire un petit point, parce qu'au-delà de la startup, nous, ce qu'on aime bien, c'est voir les parcours des différentes personnes. Et donc, si tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours qui t'a conduit à la startup Inblocks. Ok, alors je vais essayer d'être synthétique. J'ai fait des études en informatique à Bordeaux, jusqu'à une thèse de doctorat qui se concentre dans le domaine du calcul distribué. Donc c'est comment est-ce qu'on fait finalement dans un système où il y a plein de machines qui communiquent les unes avec les autres pour arriver à calculer quelque chose de cohérent. Donc c'est une thèse que j'ai soutenue en 2010. Ensuite, je suis rentré dans une startup qui s'appelait Ezacus, qui était dans le marketing digital et qui faisait du traitement de big data avant que ça s'appelle du big data, parce qu'en 2011, le big data, c'était pas aussi hype que ça peut l'être aujourd'hui. Voilà, startup dans laquelle je suis resté jusqu'en 2017. Ensuite, j'ai fait un petit tour par l'industrie et enfin, j'ai décidé de créer ma startup, de cofonder ma startup plus précisément, donc, qui s'appelle Inblocks, début 2018. Donc, mon parcours, c'est très académique au départ, avec beaucoup de théorie dans le calcul distribué. Après, une mise en pratique, et le calcul distribué, ça s'applique dans le big data finalement. C'était une application d'une partie de ce que j'avais acquis comme compétences à la fac. Et ensuite, la blockchain, finalement, c'est du calcul distribué encore, mais avec d'autres contraintes, disons. Et donc ça, c'est depuis 2018 chez Inblocks. D'accord. Et on voit comme ça le lien avec, on va dire, le calcul, les maths et la blockchain, en fait, ils sont intimement liés, dans ce que je comprends aussi de ce que tu nous racontes. Exactement, ouais. Tout ça, ça fait partie d'une thématique de recherche qui s'appelle le calcul distribué. Donc qui consiste finalement à faire en sorte que des dispositifs qui communiquent les uns avec les autres arrivent à calculer quelque chose ensemble finalement pour arriver dans un état qui est cohérent. Donc pour être un peu, si je voulais être un peu formel, je dirais que la blockchain d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle une machine à état répliqué. Donc si on tape, si on veut faire de la recherche académique dans les machines à état répliqué, finalement, ça revient à dire qu'on fait de la blockchain. C'est super intéressant parce que pour le coup, pour ceux qui nous suivent, ben, si ça vous intéresse de travailler au niveau de la blockchain et de travailler sur les fondamentaux, on va dire, de la blockchain, ben, disons qu'il faut avoir un bon bagage en maths, dans ce que je comprends, et dans la capacité à réfléchir sur ce type de matière-là, en tout cas. Exactement, ouais. Ok. Bah, écoute, très bien, c'est clair. Et alors maintenant, tu nous as amené jusqu'à InBlock. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer InBlock et en gros, à quel besoin tu as répondu en venant travailler sur et en lançant InBlock? Alors, quand on crée une startup, en tout cas en ce qui concerne Inblocks, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, hein. En toute transparence, on se dit la blockchain c'est super, ça a l'air de répondre à plein de problèmes. Est-ce que le marché est là? On ne sait pas. Est-ce qu'on va réussir à répondre à une problématique précise? On ne sait pas le dire au départ. Donc on ne crée pas une startup, je pense, parce qu'on a, enfin en tout cas en ce qui concerne Inblocks, parce qu'on a une idée révolutionnaire qui fait qu'on sait qu'on va disrupter
Le monde de demain, je pense qu'on le fait aussi parce on sent on a besoin de faire ça finalement pour s'épanouir professionnellement, de tenter des choses, de prendre des risques. Donc, Inblock, ça a été créé plutôt dans cette dynamique-là au départ. Donc, finalement, on a découvert notre marché, on a prospecté, on a étudié finalement qu'est-ce que pouvait faire la blockchain pour la plupart des gens qui avaient des problèmes de confiance dans un système. Parce que le sujet de la blockchain, finalement, c'est un sujet de confiance. C'est comment est-ce qu'on ramène de la confiance dans un système. Et donc, on a essayé de voir quels étaient les cas d'usage, finalement, les endroits où on pouvait ramener de la confiance dans les systèmes d'information pour aider à la résolution de problèmes de nos clients. D'accord, donc vous êtes fondé d'abord sur la techno, en sachant que vous vouliez partir sur ce genre de techno, pour explorer, on va dire, les cas d'usage possibles. Exactement. Ouais. On part enfin, l'idée, c'est de partir d'une solution, d'une disruption technologique, en se disant finalement, s'il y a une rupture technologique, il y a forcément des cas d'usage qui vont apparaître et de la valeur qui va être créée. Et donc, on est parti dans cette optique-là, finalement. On a choisi la techno et on s'est dit, bah, de cette techno-là, qu'est-ce qu'on peut amener comme disruption ou quel problème on peut résoudre finalement pour les clients qu'on va prospecter, les clients qu'on va rencontrer. D'accord, mais si. Vas-y, vas-y. Non, mais alors, du coup, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux créer une startup comme ça avec juste une techno et dire on part pour l'explorer et trouver des financements, au moins pour amorcer un démarrage comme ça. C'est ce que vous avez fait. Oui, et le premier cas d'usage qu'on a eu, on est arrivé au moment où il y avait la mise en pratique du RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Le RGPD, il impose par exemple au site internet de collecter le consentement éclairé de l'utilisateur sur la manière dont les données personnelles qui sont récoltées vont être utilisées ensuite. Mhm. Et donc la CNIL, elle impose finalement aux gens qui ont des sites internet de collecter ça. Et elle demande de le collecter et elle demande finalement de démontrer la collecte de ce consentement. Donc on a commencé comme ça parce que il se trouve que il y avait un intérêt pour cette partie-là, sur la partie RGPD. Et donc finalement, ce qu'on a fourni, c'est un outil qui permet de collecter des consentements et surtout de démontrer la bonne collecte du consentement. Comment est-ce qu'on fait ça? On vient horodater, grâce à une technologie de blockchain, on vient horodater la collecte du consentement et on peut démontrer à une autorité indépendante que le consentement a bien été collecté quand il dit avoir été collecté. On vient finalement horodater et certifier en masse des consentements. C'est ce qu'on a fait pour le groupe Sud-Ouest, en l'occurrence, puisqu'on était en contact avec le groupe Sud-Ouest à l'époque. Et c'est comme ça c'est le premier cas d'usage finalement de technologie blockchain appliqué au RGPD. Niveau enjeu D'accord. business, pardon, pour le coup, c'est Vas-y. vrai que moi, c'est une partie qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai déjà connu des audits et c'est quelque chose qui est très fastidieux, très long, enfin potentiellement très long. Ça peut être 3 jours au début et puis si ça s'est mal passé, être très long. Donc, et typiquement, est-ce que pour toi, aujourd'hui, on a les lois qui ont suffisamment évolué pour qu'on puisse avoir un ROI assez rapide en disant, ben, à partir du moment où mon audit est certifié par de la blockchain, on ne va pas chercher à aller plus loin et on va faire un audit allégé de manière à pouvoir donner un ROI assez intéressant au niveau de la société qui investisse. Et à contrario, un audit qui n'est pas certifié par de la blockchain, mais par d'autres types de preuves, mais qui sont plus compliqués à certifier, ben dans ce cas d'avoir un audit qui est plus long. Est-ce que ce type de réforme-là est déjà passé en partie ou totalement, ou est-ce que c'est dans les pistes à ta connaissance? Pour moi, c'est pas fait. On n'a pas encore démontré un ROI sur ces sujets-là. Par contre, je suis convaincu que ça fait partie des choses qui vont exister dans les, disons, 24 prochains mois. Ah oui, Ah Aujourd'hui, oui, il y c'est a- bien. C'est rapide. en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent démontrer que les éléments de données qu'ils ont dans leur système d'information correspondent à une réalité. Et ça permet plusieurs choses en fait. Ça peut permettre effectivement, donc, dans le cas du RGPD, de répondre à une autorité, donc de démontrer à une autorité qu'on a bien respecté un process, une norme quelconque. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ça peut aider aussi dans les relations qu'on a contractuelles avec ses clients ou fournisseurs. Parce que parfois, on peut par exemple avoir on a le cas d'un client qui s'engage à avoir des temps de réponse sur son suivi, sur son support. Donc, c'est contractuellement, il s'engage à répondre en moins de 6 heures ou 8 heures ou 10 heures. Il souhaite démontrer que les temps de réponse qu'il a apportés à son client ou à son fournisseur sont respectés. Et donc, dans ce cas-là, en horodatant les données au fur et à mesure qu'elles arrivent à l'intérieur du système de suivi des tickets clients, il peut démontrer finalement qu'il a bien rempli le contrat, qu'il a bien respecté le contrat sur lequel il s'est engagé. Donc il y a une approche très défensive par rapport à une autorité, et puis il y a une approche aussi
plus offensif, je dirais, de démonstration d'un respect contractuel. D'accord. Tu avais une question tout à l'heure, Christophe, je t'ai coupé la parole. Non, j'avais un peu la même question. Sur des données comme ça, en fait, l'audit va se concentrer effectivement sur la collecte, mais aussi sur le fait qu'elles n'ont pas été comment dire, supprimées ou altérées a posteriori. Donc j'imagine qu'avec une technologie comme celle que vous avez avec la blockchain, ça facilite cette partie-là malgré tout. Donc il y a quand même un avantage à aller chercher ce genre de techno aujourd'hui par rapport à des choses qu'on pourrait stocker d'une autre manière, hein, base de données ou peu importe. Exactement, c'est la différence principale, c'est que quand on stocke dans une base de données, on peut très bien, effectivement, juste avant un audit, faire en sorte que cette base de données, elle corresponde finalement à ce qu'on a envie de démontrer. Et la blockchain, elle empêche ça. C'est en ça qu'elle apporte la confiance finalement, c'est qu'elle empêche, parce qu'il y a des aspects cryptographiques qui entrent en jeu, donc des problèmes qui seraient trop compliqués à résoudre pour qu'ils puissent être résolus dans un temps court, qui empêchent finalement le fait de forger de la donnée, donc d'inventer finalement des choses qui n'ont pas eu lieu. Donc à la fois on peut démontrer que tout ce qui a eu lieu a bien eu lieu à l'instant où il a eu lieu, et en plus on peut évidemment pas supprimer une information de cette base-là. Donc il y a les deux aspects. Il y a ce qui est écrit est vrai, et en plus il n'y a pas d'informations qui ont été cachées des yeux de celui qui vient faire l'audit. D'où les applications les plus courantes qu'on voit, dont on entend souvent parler autour des échanges monétaires qui ont des forts besoins là-dedans. Ok. Et c'est ce qui, pour faire la transition avec l'aspect crypto-monnaie, c'est vraiment un sujet de confiance. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Bitcoin il vaut aujourd'hui ce qu'il vaut? Ben, c'est parce que finalement, le sous-jacent technologique qui est la blockchain a démontré qu'il n'était pas possible de fabriquer un faux Bitcoin. Un Bitcoin, il est miné par les mineurs. On pourra après rentrer éventuellement un peu dans le détail de comment ça fonctionne, mais on ne peut pas fabriquer un faux Bitcoin. Et je ne peux pas, quand j'ai un Bitcoin, en dépenser deux. La double dépense n'existe pas. Donc, ça donne une valeur à l'actif, une valeur à cet actif Bitcoin, qui du coup aujourd'hui est assez important. Mais donc du coup, c'est vraiment un sujet de confiance. La blockchain, c'est avant tout un sujet de confiance sur les actifs. Et c'est ce qui permet à la fois de les matérialiser et à la fois aussi de les céder et de créer des transactions autour de ça. Alors justement, pour pouvoir faire le point, vous avez différentes offres, hein, et donc vous avez travaillé sur différents domaines. Moi, il y en a un que j'avais eu la chance de découvrir et qui me paraissait extrêmement intéressant, donc je veux bien qu'on en parle un petit peu aussi, et puis après de voir sur la partie crypto. C'était sur la certification de données, et y compris sur des volumes considérables de données. Je m'explique et puis comme ça je te laisse comme ça expliquer le point. Mais moi, un des points que je me disais, c'était mais comment faire pour certifier une donnée dans la blockchain. Je me dis que c'est assez simple. Si on veut certifier une donnée, il suffit de mettre la donnée dans la blockchain et c'est bon, elle est certifiée puisque de toute manière on la retrouvera et c'est infalsifiable. On ne peut pas la modifier et ça fait le lien avec ce que tu viens de me dire. Mais lorsqu'on a des gigas ou des terras de données à certifier, on va pas mettre toutes ces données dans la blockchain, et en plus ces données sont plutôt visibles, et donc à ce moment-là, n'importe qui pourrait les lire, sauf si elles sont chiffrées avant, mais dans ce cas, voilà, ça implique toute une mécanique. Et vous avez là-dessus une technique qui est hyper intéressante, basée sur des hashes, si je dis pas de bêtises, et qui permet comme ça de certifier des gros volumes de données. Si tu peux nous en dire un petit mot, parce que moi je trouve que c'est hyper intéressant comme approche. Ok. Donc effectivement, quand on souhaite certifier une donnée, il y a une solution qui consiste à l'écrire quelque part, et comme on l'a écrite et qu'elle n'est pas modifiable, ben forcément elle existe bien à l'instant T. Le principe des fonctions de hachage, c'est de calculer un nombre finalement qui est relativement petit à partir d'une donnée d'origine. Et donc cette donnée de hachage, elle fait 32 octets, 256 bits, que la donnée en entrée fasse 1 mégaoctet ou 1 téraoctet. Finalement, la fonction de hachage, elle ne se préoccupe pas de la taille de la donnée en entrée, elle donne toujours un résultat qui est borné et qui fait 32 octets. Donc l'avantage de ces fonctions de hachage, c'est qu'effectivement, elles peuvent permettre de démontrer l'existence d'une donnée beaucoup plus importante juste avec 32 octets. Elles ont une spécificité, c'est qu'elles ne sont pas inversibles. C'est-à-dire que lorsque j'ai un hash, je ne sais pas trouver quelle était la donnée en entrée, sauf si on me la donne, je peux le vérifier de manière assez efficace, mais si on ne me donne pas la donnée en entrée, je ne suis pas capable de faire l'opération inverse et de retrouver la donnée en entrée. Donc dévoiler un hash, ça n'est pas dévoiler de l'information, c'est dévoiler une trace, une empreinte de l'information. On appelle ça une empreinte souvent.
Et donc, ça ne dévoile pas la donnée d'origine. Donc ça, c'est l'intérêt aussi des fonctions de hachage. Donc on peut, dans la blockchain, écrire juste un hash qui représente des téraoctets de données. Ça permet de démontrer ces téraoctets de données sans les dévoiler dans la blockchain. Comment tu... Pardon, vas-y, finis. Et donc, la limite de la chose, ce serait de dire finalement, admettons que j'ai des millions de lignes que je souhaite ancrer, mettre à l'intérieur de cette fonction de hachage. Si je fais une concaténation, je fais un gros paquet de ce million de lignes et que je crée un hash à partir de ça, alors pour démontrer l'existence d'une ligne, je suis obligé de dévoiler le million de lignes que j'ai en entrée. Parce qu'il faut que je permette à la personne qui vérifie de recalculer le hash à partir de la donnée d'origine. C'est sa seule façon de vérifier que le hash correspond à quelque chose de valide. Et donc ça, ce serait une grosse limite si on était obligé de faire ça. En réalité, il y a des structures de données qui sont très intéressantes qu'on appelle des arbres de Merkle. Donc, il se trouve que les blockchains, ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de technologies ou beaucoup de théories qui ont souvent plus de 20 ans, 30 ans, donc du chiffrement asymétrique et des fonctions de hachage, qui ont été assemblées dans un but technologique et qui du coup sont très robustes. Et donc les arbres de Merkle, ils permettent de faire quelque chose d'assez intéressant, qui est ce millier de lignes. Il permet bien de calculer un hash. Et je peux avoir une preuve d'existence d'une des lignes à l'intérieur de ce hash sans dévoiler les 999 999 autres lignes. Donc ça fonctionne de manière récursive avec des hashes. Bon, si vous voulez la documentation, il en existe beaucoup sur Internet. Et donc on peut avoir une preuve cryptographique d'existence d'un élément, donc d'une de ces lignes parmi un million, sans avoir besoin de dévoiler les 999 999 autres. Et donc on a toujours à la fin un seul hash qui fait 32 octets. Donc c'est très efficace et très efficient de l'écrire dans une technologie de blockchain. Et on a en plus la possibilité de la démontrer unitairement, atomiquement en quelque sorte, sans dévoiler tout le reste. Donc c'est très efficient parce que les fonctions de hachage sont très, très efficaces d'un point de vue calcul. Donc calculer un hash sur 1 téraoctet de données, ça coûte pas très cher en temps, ça va assez vite. C'est très efficient parce qu'à la fin, l'élément à stocker, il est très petit finalement. Donc on peut mutualiser comme ça plein d'écritures et faire en sorte de démontrer une grande quantité d'informations de manière très efficace. Comment tu peux garantir aujourd'hui que... Parce qu'en fait, il y a quelque part une perte d'information. C'est-à-dire que ce hash, il est calculé à partir d'un volume, mais comment tu peux garantir aujourd'hui qu'il n'y a pas des collisions de hash, c'est-à-dire que tu as plusieurs données qui vont atterrir sur un même hash derrière? Mais les collisions, il en existe. En fait, ce qui se passe, c'est que les fonctions de hachage, elles sont réputées solides et résistantes aux collisions. Donc, comment ça se passe concrètement? Concrètement, il y a des fonctions de hachage qui ont 35 ans et on a réussi à provoquer des collisions sur ces fonctions de hachage et elles sont dépréciées. Donc on dit cette fonction de hachage-là, elle est dépréciée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus suffisamment sûre pour garantir qu'il n'y a pas de collision. Donc dans ce cas-là, on la déprécie et il se trouve que les fonctions de hachage qu'on utilise, on n'arrive pas à les collisionner, donc c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir deux éléments de données en entrée qui sont différents et qui donnent le même hash. Google essaie et l'a fait sur une fonction de hachage qui est un peu ancienne. Ils ont réussi, ils ont passé, je sais plus, ils ont mis des milliers de machines qui ont travaillé pendant je crois, un mois. Et donc ils ont dépensé une quantité d'énergie énorme et ils ont réussi à collisionner sur un algo de hachage qui est le MD5. Et donc, du coup, on considère que celui-ci n'est plus sûr. Donc, on arrête de faire cet algo-là et donc on utilise d'autres algos de hachage qui évitent les collisions. Ouais, c'est l'exemple que j'allais citer, mais le MD5, c'est peut-être celui qui va parler le plus à ceux qui nous regardent. C'est que aujourd'hui, on s'en sert beaucoup du MD5 si on fait le parallèle avec ce que tu nous as décrit, pour quand tu vas par exemple télécharger des fichiers sur Internet, des gros fichiers, des binaires, des exécutables comme ça, tu as souvent à côté une signature MD5 qui permet du coup de vérifier que le fichier que tu as téléchargé correspond bien à ce qu'ils ont affiché. Donc là, ce que tu nous décris, c'est ce même principe-là, mais intégré dans une autre échelle et dans une blockchain pour garantir en plus de ça la traçabilité. Oui. Ok. Et donc là, avec cette méthode-là, effectivement, on va pouvoir certifier un volume conséquent au niveau des données, plusieurs terras, avec juste un hash. Et c'est une sorte en cas d'audit, en fait, on va pouvoir dire, forcément, la donnée était bien présente dans la base, puisque derrière, elle a pu générer ce hash-là. Et si la donnée n'était pas présente, il y aurait eu un hash différent. Et donc, forcément, la donnée y était. C'est ça, pour en des mots simples, en tout cas pour le concept. C'est exactement ça, oui. Ok. Et donc, effectivement, c'est une preuve d'audit qui est extrêmement forte, extrêmement puissante et basée sur peu de données. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant.
Pour le coup, on a une question, peut-être si tu veux la poser, Christophe. Oui, bah, c'était la question qui allait découler derrière, c'est que donc on parle beaucoup de blockchain, mais du coup, sur quelle blockchain vous vous basez? Est-ce que c'est une blockchain du coup que vous avez en propre, en privé, ou c'est une blockchain publique? Alors, c'est une blockchain publique. Aujourd'hui, on est écrit dans la deuxième plus grosse blockchain, je dirais, qui existe, qui n'est pas Bitcoin, qui est Ethereum d'un point de vue capitalisation, Ok. euh, qui permet d'écrire ces hash. Alors aujourd'hui, Ethereum n'est pas une technologie très verte, parce que c'est du proof of work d'un point de vue consensus. Donc ça veut dire qu'il y a un problème mathématique compliqué à résoudre qui est relativement naïf. Et donc il y a beaucoup de machines qui travaillent en parallèle pour résoudre ce problème-là et avoir le droit d'écrire le bloc suivant. Donc Ethereum en lui-même n'est pas une technologie très éco-responsable, on va dire. Mais donc nous, on mutualise finalement, on fait très peu d'écriture dans cette technologie-là pour des volumes d'informations qui peuvent être importants. Tout à fait. Et c'est justement un des points, hein, et je ne sais pas si ceux qui nous suivent ont ça en tête, en tout cas sur la partie blockchain, c'est que pour qu'on ait une blockchain qui fonctionne, il faut qu'on ait un nombre important d'ordinateurs qui vont venir résoudre les prochains blocs à un moment donné, et qui soient dispersés, qui ne soient pas centralisés au même endroit. Ça paraît évident pour toi, mais c'est juste pour bien se donner à tout le monde. Pourquoi? Parce que si s'il y a un seul ordinateur ou même un ensemble d'ordinateurs qui sont gérés par la même société et qui vont calculer les prochains blocs, ben dans ce cas, il est simple de pouvoir introduire un bloc avec une donnée falsifiée puisque tout est centralisé au même endroit. Et toute la robustesse du système porte sur la décentralisation qui fait que quelqu'un qui voudrait insérer un bloc devrait intervenir et avoir une force de calcul supérieure à la moitié, on va dire, de la capacité de calcul de tous les autres. Pour essayer de faire simple en quelques mots, hein. C'est ça. Et donc, plus la blockchain va être distribuée et farmée par différents ordinateurs dans le monde, et plus elle est infalsifiable. Et donc, à contrario, si on crée une blockchain privée, que InBlock, par exemple, va créer, gérer sur ses propres ordinateurs, mais la confiance dont tu parlais tout à l'heure, elle va être extrêmement faible. Exactement. La question, c'est qui est le tiers de confiance finalement? C'est une question de tiers de confiance. On peut organiser la donnée de la manière dont on le souhaite. À la fin, il y a un tiers de confiance qui peut être un tiers de confiance d'une autorité. Ça peut être la CNIL parce qu'on a envoyé quelque chose à la CNIL et donc c'est une autorité. On peut avoir une technologie distribuée qui est Ethereum, qui est le tiers de confiance finalement, sur lequel repose la date, le coup de tampon horodaté qu'on met sur un hash. Finalement, le tiers de confiance de ça, c'est Ethereum dans notre cas. C'est une technologie distribuée. Alors, j'ai plusieurs questions derrière. Alors, je rebondis déjà sur sur ce que tu nous as dit. Donc, tu parles effectivement d'Ethereum et de la technologie qui n'est pas super green aujourd'hui liée au proof of work. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de machines qui calculent puissamment en parallèle pour obtenir le droit d'écrire. Euh, Ethereum, ils ont pas mal parlé sur le fait qu'ils allaient migrer effectivement tout ou partie, on va dire, de leur blockchain sur du proof of stake. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va changer et pour vous éventuellement l'impact que ça va avoir? Alors le proof of work, pour expliquer ce qu'est le proof of work, le principe du proof of work, c'est de dire j'ai besoin de calculer, j'ai besoin de trouver un nombre aléatoire assez grand à mettre à l'intérieur d'un bloc. Donc un bloc, c'est quoi? C'est une liste de transactions. Tel que ce nombre-là que je peux choisir et sur lequel je peux mettre la valeur que je veux, fait que l'ensemble, une fois passé dans une fonction de hachage, est dans un certain intervalle. Donc inférieur, par exemple, on pourrait dire si on représente ça sous forme hexadécimale, avec des 0, des 1, des A, etc., jusqu'à F, on peut dire que le résultat de la fonction de hachage doit commencer par exemple par 12 zéros. Or, on ne sait pas inverser la fonction de hachage. Donc à part tenter un nombre de manière aléatoire pour voir le résultat, et puis en tenter un suivant, et puis etc., etc. Et donc finalement, de manière très naïve, faire de l'aléa total et calculer le résultat de la fonction de hachage, on ne peut pas savoir si le bloc qu'on est en train d'essayer de constituer est valable. Donc tu bourrines, tu calcules plein de fois, et c'est pour Exactement. ça que tu peux espérer que ça tombe en dessous. C'est pour ça Voilà. qu'on parle beaucoup sur les côtés mineurs, hein, et notamment les cartes graphiques, on en parle beaucoup aussi, de hash rate, donc qui est le taux de la vitesse en fait à laquelle tu vas pouvoir générer ces fameux hash dont tu viens de nous parler là. Exactement. Et donc les mineurs, ils calculent le hash rate. Avec le hash rate, ils ont une probabilité de trouver un bloc. Ils regardent la consommation énergétique associée à ça. Et puis, ils gagnent de l'argent si à la fin, ils arrivent à avoir de l'électricité suffisamment peu chère, sachant qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la climatisation, enfin, il y a plein d'aspects Oui, bien sûr, bien sûr. plein d'aspects Et, économiques autour de ça. Et c'est pas ce que fait Inblox, mais je connais un peu le non, sujet. non, c'était juste pour faire le parallèle. Ne rentrons pas dans le côté des mineurs. Effectivement.
Et le proof of stake, du coup, par rapport à ce que tu vas nous expliquer, qu'est-ce que ça va changer? Alors, ce que ça change, le proof of stake, c'est que c'est une preuve d'enjeu en français. Donc, le principe, c'est de dire, plutôt que d'avoir un aléa, c'est-à-dire une graine qu'on va choisir aléatoirement, etc., avec toute la complexité et surtout tout le coût que ça a, on dit qu'en tant que détenteur d'un actif, par exemple de l'Ether, en tant que détenteur de l'actif, je peux décider que j'ai confiance, c'est de la délégation de confiance en quelque sorte, je confie ma crypto-monnaie, mes Ethers, à un nœud qui du coup on possède suffisamment pour avoir le droit de participer au consensus. Donc participer au consensus, c'est-à-dire être élu à un instant donné pour avoir le droit de décider qu'est-ce qui va dans le bloc suivant. Pourquoi est-ce qu'on fait du proof of work? Le proof of work, le but c'est de faire en sorte que le système soit tellement compliqué et que les blocs soient tellement compliqués à être calculés qu'il n'en existe pas plus d'un toutes les 30 secondes par exemple, de telle sorte à ce que le système converge. Si je crée des centaines de blocs par seconde, ça ne ressemble plus à rien, le système ne converge pas. Et donc on n'a plus une machine à état répliquée où l'état il est répliqué parmi toutes les machines, on a un ensemble de chaînes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc le principe finalement du proof of work, c'est de ralentir volontairement la création d'un bloc de manière à avoir une convergence du système. Dans le proof of stake, le principe c'est d'avoir une preuve d'enjeu, donc je confie mes Ethers à un tiers parce que j'ai confiance dans le fait qu'il va bien opérer le réseau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va être élu de manière aléatoire et périodique pour avoir le droit de miner le bloc suivant. Il va être rétribué pour ça. Et s'il triche, parce que la question, c'est toujours une question de confiance, donc qu'est-ce qui se passe pour tricher? Dans le proof of work, c'est simple. Si je triche, ça veut dire que j'envoie un mauvais bloc. Le bloc, il est éliminé par le réseau parce qu'il est incohérent, et j'ai juste perdu mon temps à envoyer un bloc qui ne servait à rien. Dans le proof of stake, on fait confiance à ce nœud-là pour qu'il décide du bloc suivant. Et donc en fait, il y a quand même un système de validation qui fait qu'il n'est pas tout seul. Tous les autres nœuds vont valider que quand même le bloc qu'il a généré est cohérent. Et si ce n'est pas le cas, on lui prend ses Ethers. Concrètement, il perd de la crypto qui était associée à l'enjeu. Donc c'est vraiment une preuve d'enjeu. Si je triche, je suis un peu puni en quelque sorte, parce qu'on me prend finalement la crypto que j'avais mis sous séquestre, en quelque sorte, dans ce nœud-là pour participer au réseau. Donc c'est une façon différente de voir les choses, et c'est beaucoup plus économique parce que finalement, des nœuds qui participent au consensus, il y en a beaucoup moins. J'ai pas de notion de hash rate, etc. C'est vraiment Il n'y a pas de course et de compétition. Exactement, il n'y a pas de compétition à la puissance. Et donc du coup, on divise par 100 ou par 1000 même la quantité d'énergie qui est nécessaire pour calculer un bloc. Alors ça, c'est du coup un des premiers impacts, c'est-à-dire que ça va rendre du coup la technologie que vous exploitez beaucoup plus verte. Est-ce que tu as identifié, est-ce que vous avez identifié d'autres impacts que ça pourrait avoir sur les cas d'usage que vous pourriez proposer? Oui, il y a aussi l'optimisation qu'on a. Donc il y a plusieurs choses dans ce qui va se passer sur Ethereum. Il y a cette migration vers le proof of stake. Et puis il y a la notion de sharding. La notion de sharding, elle est indépendante, qui consiste à faire en sorte d'avoir plus de transactions par seconde qui sont possibles. Il y a souvent de la congestion sur ces réseaux-là, parce que Ethereum supporte 15 transactions par seconde. Et parfois, il y a des services en ligne de finance ou de cryptoactifs ou de jeux en ligne qui peuvent venir avoir une congestion sur le réseau. Donc il y a des mécanismes pour éviter la congestion sur Ethereum qui consistent à rendre les transactions de plus en plus chères. Et donc on se retrouve des fois avec un système sur Ethereum où les transactions sont hors de prix. On peut payer $100 pour faire une transaction d'un actif. Donc le principe du sharding, ça va être de faire en sorte justement d'augmenter cette capacité du réseau et de diminuer du coup le coût d'écriture. Nous on pense que malgré tout, le système qu'on a, qui est un niveau 2, un layer 2, il permettra de répondre à des cas où ce qu'on souhaite finalement ancrer, c'est de la donnée. Et donc quand on a des gigaoctets de données à mettre dans Ethereum, on pense que ça a un sens malgré tout de faire cette mutualisation préalable à l'écriture, en tous les cas, sharding ou non. D'accord. Et alors, c'est un très bon enchaînement. Du coup, on avait cette question également. Comment aujourd'hui vous gérez ces coûts de blockchain et comment du coup vous les intégrez éventuellement dans le business model que vous proposez derrière? Alors on a un système à plusieurs niveaux, mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Inbox fait une plateforme en mode SaaS. Donc nous, on fournit un service en mode SaaS avec un abonnement. Donc le principe, c'est de s'inscrire et vous avez accès à un certain niveau d'enregistrement, donc un certain volume d'enregistrement que vous pouvez réaliser. Et en fonction du volume d'enregistrement que vous avez, on n'a pas encore une page publique avec une offre qui dit pour tel montant d'enregistrement, c'est tel prix. C'est toujours un peu compliqué ces sujets-là, mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que vous payez en fonction finalement de ce que vous utilisez, comme dans la plupart des services en mode SaaS. Plus vous êtes gourmand et plus vous voulez écrire un volume important à la fois d'éléments unitaires ou de données, parce qu'écrire finalement
une donnée qui fait 1 giga ou une donnée qui fait 1 kilo à la fin en termes de stockage, c'est pas tout à fait la même chose malgré tout, parce que nous, on vient aussi écrire cette donnée-là chez nous pour pouvoir vous la restituer, donc on sert aussi de backup en quelque sorte. Donc en fonction de tous ces critères-là, il y a un prix mensuel qui est décidé, et c'est un abonnement finalement. Donc c'est sans engagement, vous écrivez, puis que vous en avez marre, vous pouvez partir. L'intérêt de ce layer 2, que j'ai pas donné tout à l'heure, c'est que la preuve d'existence d'une donnée que vous avez à l'intérieur de votre blockchain privative, elle est valable même quand vous n'êtes plus client Inblocks. Parce que cette preuve, finalement, c'est une preuve cryptographique, donc c'est un enchaînement d'opérations qui va de votre donnée privée jusqu'au hash qui est disponible sur Ethereum. Et ça, on vous le livre, et indépendamment du fait que vous soyez client ou non Inblocks, une fois que c'est livré pour toujours. C'est-à-dire que la preuve, elle reste valable, indépendamment du fait que vous restez client ou non chez Inblocks. C'est pas, en tout cas, il n'y a pas de propriété derrière qui est réalisée au niveau d'Inblocks sur la capacité à lire la donnée et à s'assurer qu'elle soit bien présente. Donc ça veut dire qu'au niveau des clients, si par exemple il faut vérifier dans 10 ans et que dans 10 ans ils ne travailleraient peut-être plus avec vous, la preuve reste là, elle est dans la blockchain et elle est bien lisible et accessible. La preuve, elle est immuable, elle ne va pas changer dans le temps, et elle reste valable indépendamment du fait qu'on existe ou non encore, ou que vous soyez client ou non chez nous, effectivement. Et alors, moi, j'avais lu que justement vous travaillez sur une technologie de blockchain qui réduit de 95% pardon, l'impact énergétique. Est-ce que ça fait le lien avec ce qu'on vient de se dire là? Oui, on travaille. Alors, c'est encore c'est encore aux prémices, on va dire. Donc, je ne vais pas trop de détails, mais il y a un sujet de double dépense dans les technologies de blockchain. Donc, le sujet de double dépense, c'est faire en sorte que finalement l'état d'une dépense soit partagé sur le réseau. La machine a été répliquée, donc on garantit que tout le monde voit la même chose. C'est ça le sujet du consensus. Et ce qu'on propose et ce qu'on cherche à faire, nous, c'est faire en sorte qu'on puisse horodater de l'information sans forcément avoir un consensus global. Donc on est encore à l'état de recherche et développement sur ce point-là. Mais nous, on a un scénario un peu particulier parce que finalement, sur cet aspect-là, de ce que propose Inblocks, il n'y a pas de notion de double dépense et il n'y a pas de notion de transaction. C'est de l'horodatage de données. Et donc dans ce cas-là, dans ce cadre particulier-là, le consensus, il n'est pas strictement nécessaire. Et donc le proof of work, le proof of stake, toutes ces technologies de consensus qui parfois coûtent cher ou parfois sont risquées, parce que quand le consensus est perdu, la blockchain, elle est perdue finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... la confiance, elle repose sur le consensus. Donc le jour où le consensus n'est plus, la blockchain et la confiance sous-jacente disparaît aussi. Donc on pense qu'il y a un risque, nous, en tout cas qu'il n'y a pas d'intérêt à aller dans cette voie-là. Et donc on travaille sur une solution pour faire en sorte d'avoir de l'horodatage certifié qui soit opposable finalement à un tiers sans pour autant avoir un consensus global. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais c'est un sujet de R&D chez nous. Ça. Donc c'est bien en tout cas dans les tuyaux. Et donc effectivement les enjeux énergétiques sont des enjeux qui vous préoccupent aujourd'hui, sur lesquels vous réfléchissez pour apporter des solutions. Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important. Après, aujourd'hui, il y a des pays qui sont, on va dire, naturellement avantagés au niveau de la blockchain, puisqu'ils ont des réserves d'énergie naturelle, on va dire. Donc, par exemple, de la géothermie, des barrages, et donc la possibilité de mettre beaucoup de barrages, et donc d'avoir de l'énergie hydroélectrique qui fonctionne bien et tout le temps, de manière constante. Il y a des pays où il fait très froid et donc ils ont un avantage aussi énergétique puisqu'ils ont moins besoin de refroidir. Et donc, par contre, sur tous les autres pays de la planète, c'est un vrai enjeu. Et aujourd'hui, la blockchain, pour vous donner des informations pour ceux qui nous regardent, peuvent consommer autant, par exemple, que de grandes villes, de très grandes villes, voire même de petits États. Donc, en termes de besoins énergétiques. Comment ? Bitcoin, alors j'ai pas la stat la toute dernière, mais il n'y a pas très longtemps, Bitcoin, juste ce réseau-là, qui a une certaine valeur, consommait autant que la Suisse. Oui. Je ne veux pas dire dans ce cas petits États, effectivement, c'est un peu réducteur, mais... On commence à avoir quand même une consommation énergétique qui est conséquente. Voilà. Et je pense que l'énergie, qu'elle soit hydroélectrique ou qu'elle soit géothermique, est un sujet quand même de demain. C'est-à-dire que on se rend bien compte que l'énergie, elle n'est pas infinie. On sait pas aujourd'hui fabriquer de l'énergie de manière infinie. On ne sait pas la stocker. Donc c'est un enjeu très important effectivement pour demain. Et
Et avoir une technologie qui soit éco-responsable et qui soit pas énergivore, je pense que ça fait partie des priorités, effectivement. Ouais. Ouais. Après, l'autre point, et je reviens un tout petit peu dessus pour que tout le monde ait bien conscience, c'est l'intérêt de la décentralisation qui vient avec cette blockchain. Ça veut dire qu'on est supérieur à des intérêts d'un seul État. On est inter-État, on est bien sur quelque chose de mondial. Et donc, ça veut dire que ce que l'on vient inscrire dedans, ça marche pour la France, mais ça marche bien sûr pour tous les autres pays du monde. Et donc, les Oui. technologies que vous êtes en train d'identifier, de travailler, il n'y a aucune spécificité française et elles sont déployables dans le monde entier. Il n'y a pas de frontière, hein. Il y a pas de frontière, effectivement, aux cryptoactifs en général ou aux blockchains. Effectivement, c'est des technologies globales qui sont pas la propriété d'un État. Et c'est aussi ce qui a fait leur naissance. Bitcoin est né de la crise financière 2009 et c'est parce qu'il y avait une crise financière et une remise en question des institutions bancaires que le Bitcoin est né comme étant un actif qui était indépendant finalement de tout État. C'est vraiment une logique libertaire au départ, la création du Bitcoin. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose, la partie blockchain, disons. Et sur la partie cryptoactif, oui, c'est bien ça. Tu avais une question, Christophe? Non, je vous proposais d'avancer un petit peu Ouais. sur notre agenda. Passer aux questions suivantes, du coup, un peu plus sur. Alors, éloignons un petit peu de la techno et allons voir un petit peu votre cycle de vie. Aujourd'hui, du coup, tu nous as parlé de la techno que vous avez déployée, donc vous avez déjà des choses en route, vous avez maturé un petit peu tout ça, vous avez des clients également. Vous en êtes où à peu près dans le cycle de vie et de développement de votre startup? De la startup. Alors, ça a été créé en 2018, Inblocks. On a créé ça en 2018. Pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds. On s'est autofinancé à 100% depuis le démarrage. On est 4 fondateurs. Donc j'ai été très incorrect, j'ai même pas parlé d'eux alors que je ne suis qu'un des maillons de cette société. Donc le PDG c'est Christophe Cambord qui était aussi le PDG de Desacus à l'époque où j'ai terminé mes études et qui avant avait une entreprise qui s'appelait Stick qui avait été revendue à F-Secure. Un des autres fondateurs c'est Laurent Bourgito qui est Mhm. l'ancien directeur de l'incubateur Bordeaux Mhm. qui est dans les locaux du groupe Sud-Ouest. Et Mathieu Urdebatch, qui était mon premier stagiaire pour la petite anecdote chez Esacus en 2012. Donc on a créé ça tous les quatre. Donc on n'a pour l'instant pas fait de levée de fonds. On est en train de finaliser la première, qui sera sûrement réalisée au tout début d'année prochaine. Je ne sais pas dire un montant encore parce qu'on a un engagement. On a un engagement, ce sera de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais je ne communique pas de montant encore. Donc on a recruté aussi, on est maintenant 6, on sera 8 le 3 janvier et probablement 12 l'été prochain. Donc on est en grosse croissance après finalement presque 4 ans, avec un petit effectif. Et donc on a une grosse croissance. Ça, 4 ans en mode sous-marin, souvent, et là l'explosion. Donc, du coup, c'est une série Exactement. A. Vous partez sur une série A d'entrée Ce de sera stock. des business angels, non, ce sera des business angels avec Ok. un mécanisme de BSA. Après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Oui. C'est Non, de la chose. c'était juste vraiment le Mais- cycle de vie, effectivement. Donc, lever Oui, on n'est série pas A. sur Arrive. on n'est pas sur un modèle série A encore. Non, non, c'est pas D'accord, ce ok. et c'est pas des VC non plus, c'est pas des venture capitalistes capitaux, c'est vraiment des VSA. C'est vraiment des business angels Ok, qui sont dans le réseau finalement dans le réseau des fondateurs. On n'est pas bien sûr. les frapper très loin. Ça marche bien en général là-dessus. Et du coup, tu avais parlé d'un incubateur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes partie membre d'un incubateur? Oui, d'un incubateur parisien qui s'appelle The Garage, qui est un incubateur spécialisé dans le domaine de la blockchain, D'accord. donc qui a été créé il n'y a pas très très longtemps. On fait partie des premières startups incubées à The Garage. Ça vous apporte quoi, du coup, d'être en lien, d'avoir le réseau, on va dire, de plusieurs startups qui travaillent autour de L'écosystème, la blockchain? oui. Ouais, c'est l'écosystème blockchain et puis les conseils aussi des gens qui ont créé The Garage, qui sont dans l'écosystème de la blockchain et de la crypto de manière générale depuis plus longtemps que même la création d'Inblocks. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Donc oui, c'est important d'avoir ces conseils-là. Super. Et la dernière question, du coup, après on passera aux news, c'est donc tu nous as parlé effectivement de vous en êtes aujourd'hui, de ce qui va arriver. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus les prochaines étapes pour vous, à la fois technologiques, marché, dont on n'a pas encore parlé? Oui, alors du coup ma réponse va être un peu longue si c'est la dernière parce que j'avais encore des choses à raconter. Vas-y. Ah, vas-y. Alors, on prend un montage. Le- on a fait une partie qui est constitution d'actifs.
et trade des actifs. Donc il y a une partie constitution, c'est ce dont j'ai parlé, et puis il y a une partie création d'actifs. Donc quand on fait de la blockchain, on peut faire ce qu'on appelle des ICO, donc c'est des levées de fonds en crypto-monnaie. On vient créer un jeton, on vient vendre ensuite à des investisseurs qui souhaitent participer au projet. Donc Inblox a créé une filiale qui s'appelle VoteLab, qui a fait son ICO en mai dernier. Donc ça a très bien fonctionné. On a levé 3,5 millions de dollars en vendant un actif qui est la promesse d'un service de vote en ligne pour faire finalement le sujet de la confiance peut rejoindre le sujet du vote en ligne. Est-ce qu'on a confiance finalement? Est-ce qu'on aurait confiance dans un système dématérialisé de vote? Sachant qu'il y a quand même un problème d'abstention criant à toutes les élections qui se déroulent ces dernières années. Et donc du coup, on a créé cette filiale-là, on a fait une ICO, et donc on est aussi sur le volet cryptoactif et sur comment finalement aider des startups qui sont des startups innovantes, qui ont du mal qui peuvent aller voir les banques, mais ça sert à rien, qui peuvent aller voir des VC, et c'est malgré tout compliqué quand on a un sujet d'innovation qui est très pointu, et quand on n'a pas démontré une appétence d'un marché. C'est-à-dire que quand on crée une startup, mais qu'on n'a pas le marché en face, ou qu'on ne montre pas l'attraction, malgré tout, c'est compliqué de lever des fonds. Et il y a des gens qui sont prêts à accompagner. C'est une forme de crowdfunding, en quelque sorte, crypto. Donc c'est ce qu'on a fait sur VoteLab. Donc que vous pouvez aller regarder. C'est assez intéressant. Et donc il y a tout un sujet après de DeFi. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. C'est comment est-ce qu'on fait à partir de cet actif-là, cet actif digital, pour lui donner une valeur, permettre le trade, permettre l'échange et la promesse du revenu futur aussi qui est associé à l'actif. C'est des sujets super intéressants, notamment là je reviens 2 petites secondes sur le vote et la certification des votes en ligne. Hein. C'est forcément, il y a une présidentielle qui arrive dans quelques mois, c'est un sujet qui était ressorti. On l'entend régulièrement aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, hein, où c'est un sujet aussi sur les votes à distance et la certification de ces votes-là. Et donc forcément, naturellement, effectivement, on se dit que la blockchain pourrait avoir un rôle à jouer dedans. Et donc ça doit être extrêmement intéressant de travailler sur ce type de sujet-là pour apporter justement toute la confiance de la blockchain pour certifier ces votes-là. Oui, c'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Après, il y a plein de freins, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets à résoudre qui ne sont pas forcément toujours technologiques, qui sont des sujets d'usage. Mais c'est aussi très intéressant de voir finalement l'évolution des usages qui peuvent être provoqués par une rupture technologique. Donc c'est très, très stimulant, disons. Ok. Bon, bah, écoute, c'est super. Donc ça veut dire qu'on aura d'autres occasions de te faire revenir dans l'émission Oui, avec oui, justement le déploiement de nouvelles solutions. pas de problème. Écoute, ça sera avec plaisir. Est-ce que tu avais d'autres questions, Christophe? Non, c'est bon pour moi, parfait, Non, le merci. chat aussi, je pense qu'on a suivi au fur et à mesure. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Jérémy. C'était Merci beaucoup. hyper intéressant là, de voir tout ce sur quoi vous êtes et puis de voir que là, ça y est, vous êtes en plein lancement cette fois-ci avec des financements pour grossir. Donc, c'est top. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelques news, donc celles dont je vous parlais au niveau du sommaire, et puis on commence de suite avec Shadow. Donc Shadow, c'est pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment sur la Fresh Tech, forcément c'est une startup qu'on avait beaucoup suivie, qui a eu beaucoup de déboires et qui a fini par être rachetée par directement Octave Klaba, qui est celui qui gère aujourd'hui et qui détient OVH. Et donc, fin de l'histoire pour Shadow, mais fin heureuse, puisque ça a été racheté, la société ne coule pas, et donc repart de plus belle. Et justement, ben, Octave Klaba a un petit peu précisé ça en expliquant que le modèle va perdurer, mais que maintenant ben, tout est recentralisé et avec des synergies avec OVH, que le modèle à 13 euros par mois, mais il n'est pas possible et le seuil de rentabilité est trop élevé pour pouvoir exister. Donc le modèle va passer maintenant à un tarif qui va être plus important, à hauteur de 30 euros par mois, pour que ça puisse devenir rentable et qu'ils aient maintenant la possibilité de pouvoir proposer des structures et des infrastructures qui soient financées. Surtout avec la hausse des composants informatiques qui a précipité la chute d'OVH.
Dans les autres points, en fait, et ils ont tout à fait raison, et on en parlait justement dans d'autres domaines, mais ils doivent recréer la confiance et la crédibilité. Et effectivement, c'est un des points avec les commandes et les précommandes Shadow qui n'arrivent jamais. Donc là, petit à petit, ils sont en train de, en mettant une offre unique, de pouvoir livrer les machines. Ils lâchent des nouvelles machines régulièrement avec leur offre de démarrage, qui est l'offre unique pour l'instant. Et ils sont maintenant partis sur une politique qui est de dire on ne fera des annonces que ce sur quoi on est certain de pouvoir aller. Et ce qui est effectivement un bon principe et qui avait un petit peu créé de la déception auprès pourtant des partisans de Shadow, puisqu'ils annonçaient des configurations qui n'arrivaient pas à arriver ou sur trop peu de personnes par rapport à la demande. Donc voilà, fin pour des déboires en tout cas pour Shadow, nouveau lancement avec des nouveaux moyens. Et puis on va voir aussi au niveau du business model l'évolution. On parlait notamment de location de ces machines-là qui sont surtout utilisées en soirée et entre midi et deux. Et donc le reste de la journée, comment les rentabiliser. Donc ce sont tous les sujets sur lesquels aujourd'hui Octave Tabac et dans une autre mesure OVH sur la partie hébergement travaille pour arriver à trouver les rentabilités qui vont avec. Je vous propose qu'on passe à Magic Leap. Notre news suivante, Magic Leap. Est-ce que vous connaissez Petite Startup? Non, je plaisante, grosse startup qui avait levé déjà des millions d'euros pour créer sa première version des lunettes. Et ils avaient été un peu tristement connus puisqu'il y avait eu un écart vraiment entre le prototype qui avait été présenté. Ah oui, effectivement. Et donc entre le prototype qui avait été présenté et le résultat in fine, et donc ça y est, Magic Leap a sorti une V2 et ça n'a pas refroidi les investisseurs qui avaient prévu 500, viennent de lever 500 millions de dollars dessus. Et ce qu'ils proposent en fait, c'est de la réalité augmentée et c'est un concurrent direct à l'offre de Microsoft. Donc les HoloLens, mais sur un format beaucoup plus compact. Donc il y a vraiment une très belle technologie derrière. Et si la V2 arrive à la hauteur de ce qu'ils attendent, là il y a un véritable marché qui va s'ouvrir, aujourd'hui principalement professionnel, et demain avec la miniaturisation, potentiellement particulier. Donc à suivre, et c'est vrai que même s'ils n'ont pas forcément été au rendez-vous de ce qu'ils avaient présenté sur la V1, eh bien, souhaitons qu'avec cette nouvelle levée de fonds, ils y soient cette fois-ci sur la V2 et qu'ils puissent un peu nous émerveiller sur la réalité augmentée. Ils ont fait du boulot sur le design aussi. Ouais, tout à fait. Allez, dernière news, c'était Dioxycle. Et donc, on trouvait hyper intéressant de se dire que c'est la seule pépite européenne qui a été retenue dans le programme de fonds en fait de Bill Gates qui est là et qui intervient pour agir pour le climat et l'environnement. Et donc, qu'est-ce que propose cette startup là? Il faut savoir qu'elle a été créée fin 2020, donc c'est très récent. Et elle a été créée d'ailleurs sur Bordeaux, donc c'est là où justement nous sommes nous pour l'enregistrement de l'émission. Et que propose cette technologie-là? De recycler tout simplement le dioxyde de carbone et de le transformer en produit chimique et carburant via une technologie d'électrolyse, un petit peu, on va dire, une photosynthèse artificielle. Donc extrêmement intéressant. Forcément, on voit de suite l'intérêt qui est de transformer du CO2 et de recycler du CO2 pour de faire en sorte qu'il puisse devenir des produits chimiques et des carburants réutilisables. Et donc, c'est extrêmement prometteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont dans les locaux du CNRS, au niveau de Pessac, c'est dans la banlieue de Bordeaux. C'est extrêmement intéressant. Et donc, la start-up envisage de créer 25 emplois en 3 ans et de continuer sur la partie R&D. Donc, on verra dans quelques années s'ils arrivent à sortir un produit industrialisé au-delà du laboratoire. Mais ce serait extrêmement prometteur pour l'avenir et pour la santé de la planète. On a fini de faire le tour sur ces news. Encore merci Jérémy pour t'être joint à nous avoir proposé comme ça de nous faire découvrir ta startup, toutes les possibilités que tu proposes.
Et puis, écoute, à suivre maintenant avec les levées de fonds et le fait de pouvoir concrétiser toutes les pistes de solutions que vous avez et avec votre croissance. Donc, on sera ravi de t'accueillir dans quelques temps pour que tu Avec puisses nous plaisir. donner comme ça la suite de ce qui s'est passé. Merci. Donc, Merci pour merci à l'invitation. toi. Merci Merci à beaucoup. Christophe pour l'animation et puis pour l'intérêt fort qu'a Christophe. Je pense que vous l'avez bien vu dans les questions pour les technologies sur lesquelles travaille Inblocks. Si on avait toute l'après-midi, on aurait pu y passer du temps. Je pense Ouais, qu'on aurait pu rentrer dans des détails techniques avec grand plaisir, mais c'était pas l'objet d'aujourd'hui. c'est ça, exactement. Et puis nous, ben, je vous dis à dans un mois pour le numéro 13 de la Fresh Tech. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous laisse nous consulter en replay sur YouTube. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser la chaîne YouTube et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. On les relaiera effectivement auprès de Jérémy pour qu'il puisse vous répondre. Merci et à la prochaine pour la prochaine Fresh Tech. Merci.